À Philippe Poutou, on s'en souvient, pour les 2 dernières présidentielles. Mais depuis le début du débat sur la SNCF, on vous voit partout, vous parlez. Vous avez senti l'odeur de la poudre et vous êtes revenu, quoi. Le boss revient quand ça chauffe? Non, le boss, c'est pas trop le genre de la maison. De toute façon, on raisonne pas comme ça. En plus, Philippe, il continue à porter la parole, mais lui, il est pris quasiment à plein temps pour la sauvegarde de son entreprise, puisque avec 900 de ses collègues, vous savez que l'usine Ford, Blanquefort, elle risque de fermer. Et il y a 3000 emplois induits en tout et pour tout. Et sur la région, c'est énorme. On a beaucoup parlé de PSA à l'époque, mais sur la région sur la région bordelaise, c'est énorme. Donc, il mène ce combat au quotidien, mais on l'amène à plusieurs. Et ouais, on essaye de faire entendre une voix particulière un petit peu et en même temps unitaire pour être au rendez-vous de cette bataille politique qu'a voulu le gouvernement. Justement, vous étiez hier avec Pierre Laurent, Benoît Hamon, François Ruffin, Éric Coquerel dans la Somme et en Seine-Maritime pour soutenir les cheminots. Mais est-ce que vous êtes sûr que les cheminots, qui sont en grève, ont envie que les politiques s'occupent d'eux? Est-ce qu'ils n'ont pas envie et que même ils parlent et que vous parliez même de la convergence, je mets des guillemets, la convergence des luttes, ce fameux mot d'ordre. Est-ce qu'ils veulent pas seulement que leurs problèmes soient pris en compte et réagir? En gros, est-ce que vous n'êtes pas là en train d'essayer d'instrumentaliser ce mouvement? Mais écoutez, d'abord, je suis pas là pour parler en leur nom. Sûrement pas. Là non plus, c'est pas le genre de la maison, parce que je suis trop bien placé pour savoir quand on mène une lutte qui m'arrive aussi régulièrement à la poste, parce que c'est à peu près la même sauce qu'on est en train de se faire bouffer, qu'on n'a pas envie que d'autres parlent en notre nom. En revanche, de parler de convergence des luttes, on le fait tous dans nos différents secteurs, et c'est un peu ça qui est en train de changer quand même dans l'air du temps depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'on sent que commence à s'agréger autour de la mobilisation du service public ferroviaire beaucoup d'autres secteurs. Dans le public, dans le domaine hospitalier, il y a ce qui se passe dans les universités, il y a ce qui se passe à Air France sur la question des salaires, et puis il y a ce qui s'est passé dans le privé. C'est la même chose, Air France, les pilotes d'Air France, c'est les cheminots? Il n'y a pas que les pilotes. Ah bon? Comment salarial, et vous savez quand on réclame des attendez, on va écouter tout de suite quelque chose et on revient. Le président de Paris 1, quelques instants sur les facs, on revient tout de suite. Plutôt énervé, parce que c'est une minorité d'étudiants qui sont contre et qui ont réussi à bloquer tout un centre. On essaye de se mobiliser, les étudiants qui sont non grévistes contre ça, mais ils veulent pas entendre raison. Et surtout, ce ne sont pas forcément des élèves de l'université qui bloquent l'université. C'est vraiment, ça doit être 1/10 de l'université qui est contre. Et dans ces 1/10, il doit y avoir même pas la moitié qui justement bloque à l'intérieur. Les autres sont grévistes, mais pacifistes à rester chez eux. Voilà, on a eu un petit problème et en fait on écoutait une étudiante non gréviste qui expliquait pourquoi elle était non gréviste. On va y revenir dans un instant puisqu'on était... mais bon, restons quand même sur les facs un instant, ouais. Puisqu'elle expliquait que c'était pas seulement des étudiants qui étaient là, qui occupaient sa fac, qu'ils étaient là pour bloquer et que dans le fond, ça posait un certain nombre de problèmes sur, par exemple, les prochains examens. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment, c'est-à-dire de forte minorité éventuellement, alors on parle des facs, des universités là, de minorités qui seraient agissantes mais qui ne représentent pas l'essentiel ou la majorité, par exemple des étudiants? D'abord, pour la rassurer, il faut savoir qu'un des plus forts taux du bac, c'était juste après mai 68. Voilà, on est passé de 65% en 67 à 80% de réussite du bac en plein mai 68, c'est-à-dire en pleine grève générale. Il y avait 10 millions de grévistes, c'est un mouvement majoritaire. Les examens ont eu lieu, donc tout ce qui consiste à agiter le chiffon rouge en disant les examens ne vont pas avoir lieu, c'est vieux comme le monde malheureusement. Mais j'invite aussi à réfléchir au fait que la sélection à l'université, c'est pas une petite affaire. Présélectionner à l'entrée dès la première année de licence, c'est pas une petite affaire dans un pays qui est quand même attaché au service public, voire d'établir des couloirs. Échouer à la fin de la première année non plus, c'est pas une mais les examens, ils auront lieu. De toute façon, le gouvernement, il trouvera des solutions et les universités trouveront des solutions. La réalité, c'est que le service public, il dysfonctionne dans le domaine universitaire tout le restant de l'année parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens d'encadrement et que la sélection ne va pas régler ça. Elle va aggraver les problèmes. Les syndicats enseignants réclament au moins 6000 recrutements par an pour encadrer un peu plus les étudiants. On est en train de faire l'inverse. Mais c'est le point commun entre les universités, le service public postal, le service public de la santé, le service public ferroviaire. C'est-à-dire qu'on désengage de moyens humains, des services publics qui en ont besoin. Et dans le domaine ferroviaire, c'est extrêmement important. On a connu des bugs au moment de Montparnasse. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'individus derrière les ordinateurs pour organiser le guénage. En tous les cas, il n'y en a plus assez. Justement. Et puis, on a connu des catastrophes ferroviaires, ça c'est encore plus grave. Justement. À Brétigny-sur-Orge, quand même, ça arrive en 2003. Il faut savoir que c'est un défaut de maintenance qui a été pointé du doigt
par la justice en tant que telle. Et un défaut de maintenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'individus, là aussi, qui s'occupent de l'entretien des voies. C'est aussi ça, quand on parle de présence humaine. C'est pas l'emploi pour l'emploi, c'est pas la corporation pour la corporation. La question du statut des cheminots, c'est simplement la face visible de l'iceberg. Derrière ça, il y a une question de statut qui est autrement plus importante. C'est le passage de statut d'EPIC en société anonyme pour la SNCF, ce qui est au cœur de la réforme. Et c'est pour ça que, contrairement à certains éditorialistes que j'ai entendus sur votre plateau avant, je dis et je maintiens et je persiste que l'enjeu, c'est bien celle de la privatisation de la SNCF, parce qu'une société anonyme, même 100% capitaux publics, va raisonner que selon des critères de rentabilité. Et des critères de rentabilité, je vous le dis tout net ce que ça signifie, ça veut dire que la majorité aujourd'hui des lignes ferroviaires ne sont pas rentables. Donc si on s'apprête à fermer des lignes pas rentables, autant vous dire qu'il n'y aura plus beaucoup de lignes ferroviaires dans le pays. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est à l'époque de l'intelligence artificielle, d'un certain nombre de changements que tous les salariés, que tous les travailleurs ressentent. Et là, on entend un discours qui est pas de changement. Est-ce que vous croyez que c'est audible? Je continue. Quand je vais à la poste aujourd'hui, on me rend un service. Il y a des nouveaux services. Il y a beaucoup de gens il y a une machine qui va me rendre un service, mais en revanche, on va transporter ma commande sur Internet. Quand je vais prendre un abonnement, vous avez un abonnement téléphonique, n'est-ce pas, un portable? Oui, j'ai ça, oui. Bon, même moi. Oui, comme quoi je suis pas trop pour le statu quo, j'ai compris qu'il y avait des portables aujourd'hui. Oui, il y a des portables, mais quand vous comparez les forfaits. Vous comparez les forfaits et vous vous dites, moi, consommateur, qu'est-ce qui m'intéresse pour qu'il soit le moins cher possible? C'est ça ce que demandent les Français. C'est ce que demandent les usagers. La population demande d'avoir une prestation et de l'avoir la moins chère possible. Et en l'occurrence, les libéralisations, elles ont fait qu'augmenter les tarifs dans tous les domaines. Pas dans les télécoms, et même à la poste. Y compris dans les Non. Écoutez, pardon de vous le dire, je suis trop bien placé pour le savoir, l'augmentation des tarifs, elle explose. C'est vrai pour le courrier, c'est vrai pour l'épargne. Vous me parlez de service. Le service. Je vous ai écouté. Oui. Là, vous parlez de mon métier, je vais vous en parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a des machines, aujourd'hui, vous pouvez déposer de l'argent directement sans passer par le guichet. Tant mieux. Mais il y a aussi des gens qui rendent des services à la poste. Dans les bureaux de poste, ils sont ouverts plus longtemps. Aujourd'hui, les mandats cash n'existent plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus donner de l'argent au guichet à un tiers sur compte épargne. C'est-à-dire, toutes ces activités, elles sont en train de disparaître. Et ceux qui nous regardent, ils savent de quoi je parle. Pour les mêmes raisons que j'évoquais pour le service public ferroviaire. Quand vous établissez la rentabilité, et c'est pour ça qu'il y a un point commun. Nous, on est passé en société anonyme, 100% capitaux publics en 2010. Est-ce que les usagers de la Poste aujourd'hui sont plus mécontents qu'hier? Les usagers de la Poste aujourd'hui, ils en peuvent plus. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a 17 000 points de contact dont se vante la Poste aujourd'hui, et c'est une première dans l'histoire de la Poste. Sur ces 17 000 points de contact, il n'y a plus qu'une minorité qui sont des vrais bureaux de poste, coiffent l'entièreté des prestations. Maintenant, c'est des points relais dans les agences communales ou chez des commerçants. Et le point commun avec tout ça, quand on parle du service public ferroviaire, c'est qu'en effet, on a été présent, vous l'avez montré à l'écran tout à l'heure avec d'autres responsables de partis politiques, sur une ligne ferroviaire qui est vouée à disparaître, c'est celle du Tréport. Pourquoi? On n'a pas simplement d'ailleurs des syndicalistes là-bas, des usagers, on les a rencontrés en colère, pas contre la grève, mais contre la fermeture de la ligne, qui se sont adressés au gouvernement. Et leur réponse, ça a été quoi? On va fermer cette ligne parce qu'elle n'est pas rentable. Et ce que je vous dis, Rethel Krief, c'est que si vous apprêtez à fermer les lignes ferroviaires qui ne sont pas rentables, il va quasiment... le dément. Alors, avec quel... mais avec quel brio? Parce que, revenons sur ça. Parce que vous-même, vous n'y croyez pas quand vous le dites, parce que vous savez que le gouvernement a dit, sur le rapport Spinetta, qui en effet disait on va supprimer 9000 km de lignes. Ils ont refusé, Ils n'ont pas dit ça, le gouvernement. Pardon. Ils ont dit non, on va pas le faire. On laisse le soin aux régions de décider. Les régions, aujourd'hui, elles sont asphyxiées financièrement. Qui peut croire, sincèrement, dans un domaine où il faut beaucoup de moyens pour les infrastructures, qu'elles pourront le faire? Donc, on va fermer pas simplement des petites lignes, on va fermer énormément de lignes. Et le principe de l'ouverture à la concurrence, je vais vous le résumer simplement, c'est que les libéraux peuvent s'accommoder du fait que l'État récupère tout ce qui est lourd, coûteux et rentable, y compris la dette publique, ça leur posera pas de problème. Ce qu'il faut ouvrir à la concurrence, c'est comme à la Poste, c'est les secteurs les plus juteux. Or, il y a que 2 lignes aujourd'hui qui sont extrêmement rentables. Ce qui compte, c'est aussi ce qui va faire du bien à vous et à moi pour être transportés. Or, aujourd'hui... Mais on va aller bien, je vous rassure, on va aller très bien. Non, mais aujourd'hui, la SNCF, elle n'a pas seulement des compagnies ferroviaires éventuellement en concurrence, elle a aussi des lignes low cost aériennes, elle a aussi Blablacar, elle a aussi des cars, elle a aussi... elle organise... Tout change. Et vous diriez... Nous, on ne change pas. Mais tout le monde est obligé de changer. Ceux qui sont aujourd'hui les partisans du statu quo, c'est-à-dire la politique libérale qui est menée depuis 30 ans, c'est le gouvernement. Ceux qui regardent vers l'avant, c'est nous. Ceux qui veulent rénover le service public ferroviaire, c'est nous. Quand je dis nous, c'est au sens général du terme.
Les cheminots aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, ils défendent l'intérêt général, pas leur intérêt particulier. Ils militent aujourd'hui pour défendre le service public de tous et de toutes. Et c'est ça qui fait écho à beaucoup de personnes. Au public, ça n'empêche pas de répondre aux désirs des consommateurs qui sont vous et moi. Mais c'est pas parce que c'est un service public qu'il ne doit pas évoluer. Vous ne consommez pas les services publics. Vous ne les consommez pas. Vous êtes usagère des services publics. Voulez, bien sûr. Non, mais bien sûr. Écoutez-moi, c'est pas une petite affaire. Non, c'est pas une petite affaire. Mais moi, je demande un service différent, peut-être. Qu'est-ce qui fait que vous sortez pas votre carte bleue quand vous allez dans les urgences publiques? Et je vous le souhaite pas. Qu'est-ce qui fait que vous ne sortez pas votre carte bleue pour inscrire votre enfant à l'école publique? C'est le fait qu'il y ait des services publics, justement, qui résonnent sur un principe. Et moi, je l'assume. On n'est peut-être pas d'accord là-dessus avec le gouvernement, c'est clair. Avec beaucoup d'éditorialistes, c'est clair. Mais moi, je le revendique sans complexe. Un service public, Ruth El-Krief, c'est pas fait pour être rentable. C'est fait pour satisfaire les besoins élémentaires de la population, pas en termes de consommation. Et aujourd'hui, les besoins, ils évoluent, ils changent. Tout le monde change. Tout le monde change. Tout le monde change de métier. Tout le monde change de manière de consommer, de manière de bouger, de manière de me dire une lapalissade. J'ai vu que le monde changeait. Écoutez, j'ai autant de légitimité que n'importe quel représentant gouvernemental. Vous me parlez d'intelligence artificielle, ça serait bien qu'elle arrive même au sommet de l'État. Ça serait bien même qu'ils arrivent un petit peu à réfléchir avant de commencer à parler et dire n'importe quoi. Parce que les gens voient, quand on les prend de haut, qu'on leur explique ce qu'ils n'auraient pas compris. Non, mais on est en plein dedans. Parce qu'on est aujourd'hui représentés politiquement par des énarques, par des oligarques qui nous expliquent ce que, soi-disant, on n'aurait pas compris. Donc la réforme, il y a une bonne partie de la population qu'on veut pas. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? On va pas bouger sur le fond. D'ailleurs, la négociation, elle marche pas. On va vous dire, je me tue à vous réexpliquer. Vous savez, c'est la blague de Desproges. Quelqu'un qui se tue à vous réexpliquer, laissez-le mourir au bout d'un moment. Vous dites qu'il n'y a pas assez d'explications et il n'y a pas assez, il y a de l'arrogance. C'est ce que vous dites. L'explication n'en veut plus. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre en compte les aspirations, en effet, de ce monde qui bouge, mais le monde il bouge pas que dans un seul sens. Le monde il bouge pas vers moins d'acquis sociaux, il bouge pas vers plus d'inégalités, il bouge pas vers moins de services publics. Le monde il peut bouger vers plus de services publics de qualité. Moi à titre personnel, je suis trop bien placé en travaillant à la Poste pour savoir qu'on mériterait un autre service public où les usagers aient leur droit de regard, y compris dans les plus hautes instances, parce que les usagers localement, en effet, ils sont mieux placés que n'importe qui pour savoir ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas besoin de Monsieur Macron pour nous expliquer la vie. Merci. Merci Olivier Besançon d'être venu sur notre plateau. On va écouter le président de